Le président de transition investi vendredi au Mali, Ban Dao, a promis de veiller au respect des accords internationaux pris par son pays, engagé aux côtés de différents partenaires dans le combat contre les djihadistes. Les corps de 3 migrants ont été récupérés en mer alors que 13 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation jeudi soir au large de la Libye. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations. Une foule a manifesté devant la porte de Brandebourg à Berlin. C'est à l'occasion de la journée internationale d'action pour le climat du mouvement Fridays for Future. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'organe de transition au Mali a été investi aujourd'hui, ce vendredi, donc Ban Dao a prêté serment en tant que président et le colonel Assimi Goïta en tant que vice-président de la transition. La CEDEAO prend acte de cette investiture d'un civil à la tête du pays, mais ne lève pas encore ses sanctions. C'est au Centre international de conférence de Bamako que le président de la transition et son vice-président ont prêté serment. Aux premières loges des invités, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, médiateur de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali, Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la communauté des États ouest-africains CEDEAO, et une forte présence de hauts gradés de l'armée. Une présence non moins importante, celle de Mahmoud Diko, l'imam, figure de proue des contestations qui ont contribué au départ de Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. C'est devant ce parterre que Banda et Assimi Goïta ont prêté serment devant Wafi Ougadeye Sissé, le président de la Cour suprême, l'un en tant que président et l'autre vice-président de l'organe de transition. Citant les articles de la charte de transition, le président de la Cour suprême a rappelé les engagements qui sont ceux de l'organe de transition qui ne doit pas s'éterniser au pouvoir. Un président civil, c'est l'une des exigences de la CEDEAO pour lever les sanctions qui pèsent sur le Mali depuis le coup d'État qui a déchu Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. L'autre est la nomination d'un premier ministre tout aussi civil. En attendant cette nomination, la CEDEAO prend acte de l'investiture du président, mais garde ses sanctions. Concernant les sanctions, et conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement, suite à l'investiture du président de la transition, celles-ci seront levées lorsqu'un premier ministre civil sera nommé. Pour les nouvelles autorités de Bamako, la nomination du premier ministre, telle que souhaitée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne saurait tarder. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé, a estimé que les candidatures de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et de l'ex-chef rebelle Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre étaient des provocations. Il a fait cette déclaration dans un entretien publié ce jeudi par l'hebdomadaire français Paris Match. Le Conseil constitutionnel a rejeté le 14 septembre dernier les candidatures de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo à la présidentielle parce que les deux hommes avaient été condamnés à des peines de prison par la justice ivoirienne. Interrogé sur cette question, le président Alassane Ouattara a déclaré que Soro comme Gbagbo a été écarté car son casier judiciaire n'est pas vierge. Tous deux le savaient parfaitement. Leur candidature relève de la provocation. La place de Guillaume Soro n'est pas dans la campagne électorale, mais en prison. Ainsi s'exprimait le président ivoirien Alassane Ouattara dans un entretien publié jeudi par l'hebdomadaire français Paris Match. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, qui est en France, a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et fait l'objet d'une procédure pour tentative d'insurrection. L'ancien président Gbagbo, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale et dans l'attente d'un éventuel procès en appel, a lui été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, lors de la crise de 2010-2011. Aux grandes dames des opposants qui estiment que sa candidature est une forfaiture, le Conseil constitutionnel a validé celle d'Alassane Ouattara. Malgré les menaces de boycott de l'opposition qui a appelé à la désobéissance civile, le président Ouattara a balayé toute idée de reporter le scrutin.
Il n'en est pas question. Le scrutin présidentiel doit se tenir le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du président en exercice. La date du 31 octobre est donc inscrite dans le marbre. Seuls des candidats qui savent qu'ils seront battus peuvent avoir envie de se retirer, a-t-il affirmé. Les corps de 3 migrants ont été récupérés en mer alors que 13 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation jeudi soir au large de la Libye. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour la migration. Au moins 13 personnes sont portées disparues et 3 corps ont été récupérés après un naufrage tragique au large de la côte ouest libyenne jeudi soir, a indiqué le bureau de l'OIM en Libye sur son compte Twitter. Le personnel de l'OIM a fourni une assistance médicale aux 22 rescapés qui ont été ramenés à terre par un bateau de pêche, a ajouté l'organisation vendredi. L'OIM n'a donné aucune autre information sur le lieu exact du naufrage ou la nationalité des migrants. Ce nouveau drame intervient un mois après le naufrage d'un bateau au large de Zouara, à l'ouest, ville proche de la frontière tunisienne, coûtant la vie à 22 migrants qui tentaient de gagner l'Europe par la Méditerranée depuis la côte libyenne. Des dizaines d'autres ont été portés disparus. Le chaos qui a suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour les migrants originaires d'Afrique de l'Est, du Sahel et d'Asie cherchant à rejoindre l'Europe au péril de leur vie. Depuis le début de l'année jusqu'au 31 août, 7 981 migrants ont été interceptés en mer et ramenés en Libye par les gardes-côtes libyens. Parmi eux, il y avait 430 enfants et 535 femmes selon un rapport de l'OIM publié mercredi. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a demandé ce jeudi le soutien de l'ONU pour lever les sanctions occidentales. Ces dernières empêchent, selon lui, son pays d'atteindre les objectifs du développement durable. Dans un discours à l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, une vidéo préenregistrée, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a dénoncé l'absence de réforme du Conseil de sécurité qui pourrait conduire à une plus grande représentation des nations africaines aux Nations Unies. Il est profondément regrettable que la réforme du Conseil de sécurité et la mise en œuvre de la position de l'Afrique n'aient pas été réalisées. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une situation où plus de 16% de la population mondiale n'a pas de voix. Peace, security and stability. La paix, la sécurité, la stabilité sont des conditions préalables au développement durable. Cela ne peut être réalisé que dans le cadre d'un processus inclusif caractérisé par un engagement et des responsabilités également partagées. Emmerson Mnangagwa a également demandé une distribution équitable d'un vaccin contre le Covid-19. Zimbabwe welcomes calls by the Le Zimbabwe soutient les appels lancés par le secrétaire général des Nations Unies et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Ghebreyesus, pour que le vaccin contre la Covid-19 soit traité comme un bien public mondial avec une distribution équitable, garantie et des mécanismes pour en assurer l'égalité d'accès. Le Zimbabwe est visé par des sanctions occidentales depuis le début des années 2000. Elles visent cependant surtout des dirigeants accusés de corruption et de mauvaise gestion de l'économie. Selon un rapport de l'ONU datant de novembre 2019, les sanctions ont toutefois des répercussions sur le commerce et l'investissement. Le reconfinement. En France, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant un tribunal de commerce de Marseille pour protester contre la fermeture des bars et restaurants, des mesures prises par le gouvernement pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19. Le reconfinement décrété par le gouvernement ne passe pas depuis l'annonce mercredi de nouvelles mesures. Ce vendredi, ce sont des centaines de Marseillais qui ont manifesté devant le tribunal de commerce pour protester contre la fermeture des bars et restaurants censés aider à contenir la propagation de la pandémie du coronavirus.
Les grandes villes comme Marseille et Aix dans le sud-est, ainsi que la Guadeloupe aux Antilles, ont été placées en zone d'alerte maximale avec une fermeture totale de leurs bars, restaurants et de tout établissement recevant du public, sauf ceux ayant un protocole sanitaire strict comme les théâtres, les musées ou les cinémas. Dès lors, les réactions se sont multipliées dans la classe politique, mais aussi des acteurs concernés pour exprimer leur indignation face à une décision qualifiée d'unilatérale du gouvernement qui mettra en danger durablement l'économie et les emplois dans ces régions. À l'instar des élus du territoire, l'Union patronale des Bouches-du-Rhône demande un moratoire de 10 jours sur les annonces du ministre de la Santé afin que les mesures mises en place par le préfet le 14 septembre dernier aient produit leurs effets. Le patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône a réaffirmé lors de la manifestation l'opposition ferme de son syndicat aux restrictions annoncées. L'opposition dénonce un manque de concertation et annonce à Marseille le dépôt d'un référé en justice pour empêcher la fermeture des bars et des restaurants. Ces derniers jours, la France a enregistré plus de 10 000 nouvelles contaminations toutes les 24 heures, une hausse également du nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation. Une foule a manifesté devant la porte de Brinkbourg à Berlin. Il y a un ouragan en ce moment au-dessus de l'Atlantique. La Californie brûle, l'Australie a brûlé. Y a-t-il une raison de ne pas être là? Déclare une manifestante au cours de cette mobilisation. Reportage. Des milliers de personnes se sont mobilisées vendredi en Allemagne, en particulier à Berlin et Cologne, à l'occasion d'une journée internationale d'action pour le climat du mouvement Friday for Future, a indiqué la police. À Berlin, le nombre de 10 000 manifestants a pratiquement été atteint selon la police, les organisateurs évoquant eux 21 000 participants. Masqués pour la plupart, les jeunes manifestants ont bravé la pluie et convergé vers le lieu de rassemblement. Les organisateurs ont à plusieurs reprises appelé les participants à respecter les distances physiques. Les organisateurs berlinois de la manifestation ont dénoncé lors de prise de parole sur une scène installée porte de Brandebourg la politique du gouvernement d'Angela Merkel, notamment la poursuite jusqu'en 2038 de l'exploitation de mines de charbon. Ils étaient aussi plus de 6 000 à Hambourg à participer à cette première mobilisation pour le climat depuis plusieurs mois selon la police locale, ou encore 7 000 à Cologne, 6 000 à Freiburg ou encore 3 000 à Bonn selon les décomptes de la police. Les autorités locales avaient pourtant limité le nombre de participants dans plusieurs villes en raison de l'épidémie de Covid-19. Selon Friday for Future, l'organisation initiée il y a 2 ans. Bon week-end en nos compagnies, à très bientôt.